parce qu'il souhaitait que toutes choses fussent bonnes et qu'il n'y ait dans la mesure du possible rien d'imparfait, le démiurge se saisit de tout ce qui était visible et l'amena du désordre à l'ordre, estimant que l'ordre valait infiniment mieux que le désordre. Ces quelques phrases sont extraites du Timée, le grand récit cosmologique de Platon qui, suivant l'aveu propre de l'auteur, ne peut qu'être vraisemblable. Parce que quand il s'agit de s'intéresser à l'origine de l'univers ou à la structure du cosmos, bien évidemment, il faut demeurer humble et modeste. Mais je crois que ce qui se signe ici avant tout, c'est notre étonnante passion pour les mythes de l'un et de l'ordre, ou peut-être plutôt notre phobie récurrente du multiple et du chaos. On le voit dès la religion Veda, où pour tenter de subsumer ou transcender les singularités et multiplicités locales, il est recouru à un principe unique, transcendant, régulateur, qui permet de révéler l'ontologie, c'est-à-dire l'être en tant qu'être du réel. De façon incommensurable et beaucoup plus tard, on le voit avec Lao Tse et le Tao, où là encore et de façon peut-être plus extrême, on recourt à l'unicité régulatrice comme dans une sorte d'implosion communielle des puissances cosmogoniques elles-mêmes. On le voit en Égypte, où c'est le dieu Amon-Ra qui s'impose comme divinité tutélaire, comme pour conjurer le foisonnement des immortels et donc accéder à l'unité. Et en Afrique de l'Ouest, on le voit avec la cosmologie des Dogons, où c'est le dieu Ama qui s'impose en ceci qu'il s'oppose à Ogo, le renard pâle, le fauteur de troubles, l'incarnation donc du chaos. Dans le domaine de la métaphysique occidentale, je dirais que l'ordre est le nom même de la pensée. L'ordre théologique, c'est-à-dire religieux, l'ordre téléologique, c'est-à-dire finaliste, l'ordre nécessaire ou l'ordre contingent, il constitue la colonne vertébrale de notre histoire philosophique. Et le fait est que ce désir d'unicité et de taxinomie est effectivement à l'œuvre dans le domaine des sciences, et en particulier des sciences de la nature. Qu'on pense par exemple à Isaac Newton, le père de tous les physiciens. Il opère une incroyable mise en ordre. Comprendre que la chute d'un fruit dans un verger et le mouvement des corps célestes proviennent fondamentalement des mêmes lois, c'est à la fois une découverte sidérante de beauté et presque émouvante d'efficacité. Qu'on pense à Albert Einstein, peut-être moins connu pour cela, mais qui est aussi un unificateur. Finalement, ce qu'il prouve, ce qu'il met en exergue, c'est, pourrait-on dire, la similitude entre le contenant et le contenu, c'est-à-dire entre l'espace-temps et les objets, les champs physiques. Et qu'on pense enfin à la physique des particules élémentaires, qui montre que l'électricité et le magnétisme ne sont que deux apparences d'un même phénomène sous-jacent, l'électromagnétisme, et que l'électromagnétisme et la force nucléaire faible ne sont que deux apparences d'un même phénomène sous-jacent, la force électrofaible. Incontestablement, l'histoire, et pour le meilleur, de la science de la nature a été structurée par ce désir d'unité et d'affrontement du chaos. Pourtant, et c'est probablement la raison de ma présence ici aujourd'hui, j'aimerais nous proposer une vision à contre-courant, une vision, si ce n'est hétérodoxe, peut-être au moins originale, d'un rapport que la science pourrait avoir avec le multiple et le désordre. Regardons d'abord les phénomènes. Ce que la physique nous apprend depuis quelques décennies, ce n'est pas l'unité finalement. Ce qu'elle nous montre, c'est une incroyable diversité des objets qui se trouvent dans l'univers. Aussi bien aux très grandes échelles, le macrocosme, qu'aux très petites échelles, le microcosme, qu'aux échelles intermédiaires, un simple tas de sable est un abîme de complexité. Le sable peut exister à l'état liquide, solide ou gazeux suivant les circonstances. Et un subtil réseau de contraintes peut former des architectures en voûte ou en tunnel. Le sable est tout sauf simple. Mais plus profondément encore, pensons à la multiplicité des lois. Aujourd'hui, la grande unification, poursuite de la démarche que j'évoquais tout à l'heure, échoue. La manière mathématiquement la plus simple de la mettre en œuvre est d'ores et déjà invalidée par l'expérience. La supersymétrie
qui tentait de mettre sur un pied d'égalité les forces et les objets, les interactions et les choses. Elle était un des points nodals des études menées au grand collisionneur de hadrons du CERN, est à ce jour non découverte. Pour tenter d'expliquer l'accélération de l'univers, on recourt à ce qu'on nomme un champ de quintessence, c'est-à-dire nouvelle force, le contraire d'une unification. Et enfin, la fameuse, quoique très spéculative, théorie des cordes semble faire apparaître un paysage, donc une sorte de métadiversité de lois physiques possibles. Même les régulateurs semblent être comme infectés par le nombreux et le contingent. Plus profondément encore, pensons un instant à la prédictibilité. On le sait aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, il y a des systèmes chaotiques, c'est-à-dire pour lesquels la connaissance des conditions initiales ne permet pas concrètement de trouver l'état final, parce qu'une divergence infime dans les circonstances primitives donnera lieu à un état final drastiquement différent. Ils sont prédictibles en droit, mais ils ne le sont pas en fait. Qu'on pense aussi à la mécanique quantique, vous savez, cette science qui décrit l'infiniment petit. Le monde quantique est, pourrait-on dire, aléatoire par essence. Il y a une perte de prédictibilité qui n'est pas associée à notre incompétence, mais qui semble être une caractéristique intrinsèque de la nature. Et aujourd'hui, de façon spéculative mais intéressante, il semble même émerger des systèmes classiques, non quantiques, non chaotiques, pour lesquels il y a perte de déterminisme. Dans les trous noirs, par exemple, il semble exister un horizon interne nommé horizon de Cauchy, au-delà duquel la trajectoire d'un astronaute imprudent qui tenterait de s'aventurer n'est plus prédictible. Même si je sais d'où je viens, je ne peux pas savoir où j'irai. Et ça, si c'est avéré, c'est une forme de révolution dans notre manière d'appréhender, de concevoir et de poser la projection future d'une trajectoire, d'un être, pourrait-on dire, à notre environnement à partir d'une théorie physique. Plus profondément encore, j'aimerais que nous interrogions aujourd'hui la multiplicité des mondes. Vous savez peut-être que le concept de multivers, multi-univers, fait aujourd'hui effraction dans le domaine de la science physique. Ce n'est pas une élucubration ad hoc, arbitraire, qui émerge par goût ou désir de multiplicité, ou peut-être par perversion de subversion. Non, c'est une conséquence de certaines de nos théories bien comprises. Il se pourrait que même notre monde soit à relativiser comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Peut-être faut-il apprendre à penser avec cette nuée cotonneuse de propositions physiques. À ce propos, ou peut-être pas tout à fait à ce propos, le poète Antonin Artaud écrivait d'ailleurs que l'enveloppement cotonneux du bruit avait l'instance obstuse et la pénétration d'un regard vivant. Oui, l'espace rendait son plein coton mental, où nulle pensée encore n'était nette et ne restituait sa décharge d'objets. Mais peu à peu, la masse tourna, comme une espèce d'immense influx de sang végétal étonnant, et les radicelles qui vibraient à la lisière de mon œil mental se détachèrent, avec une vitesse de vertige, de la masse crispée du vent. Et tout l'espace trembla comme un sexe que le globe ardent du ciel saccageait, quelque chose du bec d'une colombe réelle troua la masse confuse des états. Peut-être faut-il apprendre à penser avec cette masse confuse, qui n'est pas nécessairement un nihilisme épistémique. Ce que j'aimerais nous proposer, c'est à la fois ma conclusion et le message principal que je voulais suggérer ce soir, plus fondamentalement encore, c'est que la physique pourrait avoir, je le dis de façon non doctrinale et dogmatique, je le dis à titre expérimental, comme une hypothèse, pourrait avoir donc partie liée avec le multiple et le désordre de façon sémantique ou syntaxique, en son cœur même, de façon, pourrait-on dire, structurelle. Regardez, ne pensons pas à la science ossifiée, aux modèles déjà falsifiés, mais vraiment aux meilleures théories dont on dispose à l'heure actuelle, celles qui tentent d'outrepasser ce que l'on sait, celles qui sont candidates à une description meilleure, à l'avènement d'une nouvelle science. Par exemple, la gravitation quantique, une sorte de Graal de la physique théorique depuis près d'un siècle. Aujourd'hui, c'est une dizaine de modèles concurrents qui tentent de faire face à cette question. La vision orthodoxe consiste à supposer que le temps passant, les théories fausses seront élaguées, falsifiées par les observations, et que demeurera la bonne théorie. Mais je crois que cette vision est caricaturale au point d'être franchement fausse. Franchement fausse parce que d'abord,
le nombre de théories concurrentes ne diminue pas avec le temps. Parce qu'au fur et à mesure que des théories sont effectivement élaguées, falsifiées par l'expérience, d'autres théories sont inventées. Et le fait est que la structure de la pensée scientifique n'est pas pyramidale, elle est plutôt trapézoïdale, s'écartant, parce qu'on invente plus de théories qu'on en falsifie. On ne converge pas, c'est un fait sociologique, vers l'unité. Ensuite, parce que la bonne théorie, mais on ne l'a pas. On ne l'a jamais eu dans le passé. Ce serait une prétention outrecuidante que de croire que justement là, maintenant, pendant cet exposé, nous disposons de la théorie ultime. Jamais elle n'a été à notre disposition. Je ne sais même pas si elle existe. Je ne sais même pas si la nature est en droit descriptible parfaitement en termes physico-mathématiques. Et quand bien même elle existerait, on ne s'en approche pas, puisque chaque révolution épistémologique est, pourrait-on dire, infiniment distante de la précédente et de la suivante. Pour toutes ces raisons, je crois, peut-être à contre-courant de la doxa, que ce que la physique nous dit, c'est précisément que le monde est cette multiplicité de modèles qui sont simultanément justes, quoique mutuellement exclusifs. Exclusifs parce qu'ils ne disent pas la même chose, mais simultanément vrais au sens scientifique du terme. Pas, si vous voulez, dans cette visée à l'éthique globale avec un grand V de vérité, mais qui sont vrais parce qu'ils sont à un instant donné compatibles avec les mesures, mathématiquement cohérents et étudiés, disons, par une communauté raisonnable d'experts raisonnablement compétents. Voilà ce qui fait la véridicité scientifique. Ce que je nous propose, c'est de considérer cet état de fait, non pas comme transitoire et pourrait-on dire disjonctif, mais comme permanent, parce qu'il en a toujours été comme ça et que je parie qu'il en sera toujours comme ça, et conjonctif. Penser cette multiplicité comme étant le cœur, parce que c'est le cas, de la proposition scientifique sur le réel. Bien sûr, cette permanence évolue, mais structurellement, elle demeure, me semble-t-il, relativement égale à elle-même. Et vous le voyez, sans rien travestir du geste scientifique, c'est une forme de multiplicité relativement chaotique qui s'apparaît si on la considère avec sérieux et, me semble-t-il, avec parcimonie. Il y a quelques mois, j'étais mandaté par le Haut-Commissariat à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur à statuer, avec quelques collègues bien sûr, sur les travaux d'un des meilleurs laboratoires de physique théorique en France. Et j'ai été intéressé, pour ne pas dire ému, que le fondateur de ce laboratoire prononce lors de son discours inaugural, qui nous a été retransmis quelques décennies plus tard, les mots suivants. « La physique théorique à son plus haut niveau exige, disait-il, des esprits bizarres, et même, poursuivait-il, des esprits ambigus. » Je crois qu'il faut oser penser avec cette ambiguïté, c'est vraisemblablement une nécessité logique, c'est probablement une ouverture éthique, c'est sans aucun doute un prolongement esthétique et poétique, poétique évidemment au sens où l'entendait là encore Antonin Artaud, sous la poésie des textes. Je veux, disait-il, la poésie nue, sans forme et sans texte. Merci.